Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire sur le contrôle interne. On va aborder aujourd'hui comment des astuces, comment gagner en efficacité avec le contrôle interne. Je vous présente donc vos animateurs d'aujourd'hui. Alors, excusez-moi, il y a un petit souci avec mon image. Est-ce que vous voyez bien ou il y a un petit problème? C'est juste moi. C'est ça. Donc, c'est peut-être juste mon affichage à moi en tant que présentatrice. Donc, ce que je disais, c'est on va vous présenter vos animateurs d'aujourd'hui. Donc, moi-même, je suis consultante senior et formatrice au sein de Pixfor et le focus sur la gestion des processus et des risques. Et du coup, j'ai aussi des missions à l'étranger, à l'échelle internationale et je suis aujourd'hui accompagnée de Fabrice Kaufmann que je laisserai un peu présenter. Oui, Fabrice. écoutez, bonjour à tous. Alors moi, je suis donc Fabrice Kaufmann. Je suis le dirigeant d'un cabinet de conseil, de formation, de coaching qui est localisé à Grenoble, qui intervient sur toute la France et à l'international, carrefour des compétences. Et donc, j'ai une expertise en particulier dans les problématiques de management de projet, de processus, plus largement, organisation et RH. Voilà pour moi. Très bien, merci beaucoup Fabrice. Passons à notre sommaire de présentation pour aujourd'hui. Donc, nous allons aborder la base qui est la définition du contrôle interne. Ensuite, un petit peu sur la mise en place et le maintien du contrôle interne, comment on le fait. En tout cas, nous, qu'est-ce qu'on vous recommande? On va faire un focus sur le contrôle interne des ressources humaines, auquel Fabrice est beaucoup plus expérimenté pour vous effectivement vous donner des astuces, des exemples plus concrets de par ses missions. Et nous avons aussi les avantages pour l'organisation de mettre en place du contrôle interne. Donc, on va sachez que vous avez un module questions-réponses à votre disposition. Donc, vous pouvez à tout moment nous poser des questions et on répondra effectivement à la fin de la présentation. OK? N'hésitez pas, on reste à votre disposition. Et c'est parti pour la définition du contrôle interne. La prévention est meilleure que la guérison. Alors, on va parler un petit peu de pourquoi on a mis cette phrase. Elle souligne un peu l'importance d'avoir des moyens de prévenir des risques et les problèmes plutôt que de les guérir. Certes, il y en a qui peuvent dire, bon, on a des contrôles qui sont des contrôles de protection au cas où les risques s'avèrent, par exemple, mais la phrase, elle reste une incitation à penser et à mettre en place des moyens pour anticiper les défis et protéger les actifs et aussi assurer une gestion plus proactive des situations complexes au sein des organisations. Parce qu'on sait déjà que c'est quelque chose que l'on n'arrive pas à maîtriser complètement. Donc, le plus on a des moyens de maîtrise et protection, le mieux c'est. Quand on parle contrôle interne, c'est vrai qu'on associe pas mal, pour ceux qui connaissent, à la méthodologie COSO. La méthodologie COSO, vous pouvez voir, elle est représentée par l'image et elle vient nous fournir un cadre de référence pour la mise en place du contrôle interne. Donc, selon le COSO, le contrôle interne est un processus plutôt global qui va aider en tout cas à assurer raisonnablement l'organisation à atteindre ses objectifs stratégiques, opérationnels, de reporting en termes interne-externe, hein, quand je dis reporting interne-externe, et de conformité. Donc, de conformité aux lois, aux règlements et aux normes d'une façon globale. C'est un processus qu'on considère essentiel, surtout pour la gestion des risques dans l'organisation, parce qu'en fait, il va venir pérenniser vos moyens de protection mis en place, des actions de protection mis en place dans le cadre de la gestion des risques. Si on se penche un petit peu sur ce référentiel, on va voir qu'il repose sur 5 composantes qui sont donc affichées sur la slide. L'environnement de contrôle, c'est l'atmosphère et culture de l'organisation qui doivent donc promouvoir l'intégrité, l'éthique, la responsabilité et l'engagement envers le contrôle interne. En gros, il va parler de la tonalité éthique, la participation de la direction, la délégation d'autorité,
de la politique de recrutement et aussi le développement du personnel, comme en tout, pour créer cet environnement de contrôle. Deuxième composante, l'évaluation des risques. Elle consiste donc à identifier, analyser et confronter. Elle permet de déterminer quels objectifs sont significatifs et quels sont les contrôles appropriés pour les atténuer. L'évaluation des risques, elle implique des processus de l'organisation, des vulnérabilités et des menaces potentielles. Passons donc aux activités de contrôle. Il s'agit du coup des politiques mises en place pour assurer la réalisation des objectifs de contrôle définis. Donc, si on suit la logique, on va passer étape par étape. On a commencé par l'environnement de contrôle. On a créé cet environnement qui est propice à la discussion sur le contrôle. Ensuite, on va évaluer nos risques pour savoir lesquels sont le plus significatifs pour qu'on les attaque avec la mise en place des contrôles. Et en ce moment, on parle des activités proprement dites de contrôle. Donc, c'est de mettre en place tout ce qu'il faut, tel que des contrôles, par exemple, d'approbation, des vérifications, des, des contrôles physiques, des contrôles informatiques. Donc, il y a tout type de contrôle, hein, ça dépend du risque en question. Mais ces activités, leur but, c'est de minimiser les fraudes et les pertes pour l'organisation. Ensuite, quatrième, c'est l'information et la communication. Alors, cette composante, elle parle de la collecte euh, d'informations et de la communication avec les parties prenantes. Ça inclut du coup la diffusion de tout ce qu'on a mis en place, des politiques, des procédures, des objectifs et des responsabilités des personnes qui gèrent les contrôles, par exemple, ainsi que bien sûr aux collaborateurs de l'organisation qui participent direct ou indirectement aux activités de contrôle. Et la dernière, mais pas la moindre, la surveillance. On aura un focus d'ailleurs sur ce point un peu plus tard dans les slides, qui vient continuer, évaluer en continuité l'efficacité des contrôles internes. Donc, ce n'est pas uniquement de mettre en place des contrôles, mais c'est aussi de les surveiller pour voir s'ils sont toujours applicables, toujours pertinents et s'ils sont efficaces surtout. Donc, ça peut prendre forme de revues périodiques, des audits internes, des tests de conformité, des rapports d'incidents, des mesures de performance, entre autres. Okay. Le but de la surveillance, c'est justement d'identifier les non-conformités, les défaillances potentielles du contrôle interne pour qu'on puisse après prendre des mesures correctives appropriées, voire carrément changer les contrôles en cas de besoin. Okay. Alors, il est important de souligner que cette mise en place, on verra après la mise en place du contrôle interne, mais sachez que c'est un processus itératif et évolutif, en fait. C'est-à-dire qu'on va toujours continuer à l'adapter, c'est jamais fini. Okay. D'ailleurs, c'est ça le but, c'est qu'il continue à tourner pour que l'organisation soit toujours mieux protégée. Et même la mise en place du contrôle interne, sachez qu'elle prend forme en fonction de votre secteur et des spécificités de votre organisation. Il n'y a pas une seule façon, il y a juste nos cadres, comme par exemple nos COSO, qui nous donnent une base pour construire en fonction de nous, de notre contexte. Normalement, le rôle souvent responsable qu'on voit pour la mise en place du contrôle interne, ce sont donc les risques managers et des contrôleurs internes. C'est la plupart du temps, on voit ces trois rôles, mais sachez qu'il y a aussi d'autres responsables qui peuvent mettre en place le contrôle interne dans une organisation. Alors, selon Fabrice, et pour faciliter encore plus la compréhension, nous pouvons encore structurer le contrôle interne sur 9 niveaux. Du coup, Fabrice. Merci Amanda. Et n'hésitez pas à me dire si le son est taché parce que je vois que c'est parfois le cas. Oui, alors, pour introduire un petit peu le propos, moi je précise que je suis certifié COSO, donc il y a quelques années auprès d'IFACI. Et bon, comme j'ai une activité, finalement je modélise pas mal. J'ai fait donc des adaptations finalement du modèle, qui est finalement un modèle très systémique. Et finalement, les 9 niveaux que je vous présente ici sont déclinés
à partir finalement des 5 composantes. Hein. Je n'ai pas fait une grille de correspondance, mais en tout cas, voilà, il y a une filiation qui est assez claire. Alors, 9 niveaux, finalement, je dirais du plus stratégique, du plus systématique, je dirais au niveau, qui sera le niveau 8 d'ailleurs, qui sera le plus individuel, le plus spécifique. Voilà, donc 1 à 8 niveaux, puis le neuvième dont je parlerai sur la fin. Donc, premier niveau, alors oui, en effet, donc c'est la gouvernance. Alors, la gouvernance fait référence plutôt à tout ce qui est la direction d'entreprise. Bon, alors après, les instances varient en fonction de la structure juridique. Mais globalement, l'idée de fond, c'est surveiller tout le reste. C'est surveiller le contrôle interne. Donc, si à un moment donné, il y a une défaillance à ce niveau-là, par exemple au niveau, je ne sais pas, du président du conseil d'administration, voire du DG, bon, bien évidemment, le reste ne va pas être très, très efficace. Voilà, donc c'est bien l'idée, vous voyez, de cette pyramide. On commence ici par le niveau 1. Il s'agirait quand même qu'il ne soit pas défaillant et qu'il soit en place. Le niveau 2, le niveau 2, donc là, on déroule un petit peu la chaîne hiérarchique, hein, donc le management, donc finalement de la direction générale, mais jusqu'à l'encadrement intermédiaire, vous voyez, les managers opérationnels, en passant par les managers stratégiques et toutes les directions diverses et variées, opérationnelles, fonctionnelles. Et donc là, leur rôle, eux, c'est de mettre en œuvre. Voilà. Donc, à ce niveau-là, il y a tout un tas d'éléments, effectivement, qu'on va retrouver un peu plus tard, que je vais vous amener. Et donc, voilà, mise en œuvre du contrôle interne, ça ne serait pas que celui d'un responsable du contrôle interne, d'une fonction contrôle interne, vous voyez, enfin, à condition que ça, d'ailleurs que ça existe, hein, parce que toutes les entreprises ne sont pas dotées de fonctions de ce type-là. On ne va pas confondre d'ailleurs avec l'audit interne. C'est autre chose. Troisième niveau, là on arrive sur quelque chose qui est un peu techno, c'est la gestion de la qualité des risques, mais sans cette étape-là, globalement, il manquerait quand même énormément de structure et toute une approche voilà, bien formalisée. Donc, gestion de la qualité des risques, en fait, ça, un point commun, c'est que ça renvoie à un point essentiel, c'est le processus. Voilà. Et donc, bien évidemment, en fait, le contrôle interne, ici, dans cette approche-là, est une approche qui est totalement transversale. Voilà. Si on exclut la notion de processus, vous voyez, ça n'a plus tellement de sens de parler de contrôle interne, en tout cas dans cette vision systémique. Voilà. Qualité et risque, c'est très, très complémentaire. On arrive ensuite sur finalement quelque chose qui est, on va dire, une forme d'aboutissement du management des processus. On pourrait citer les fiches processus, mais en particulier, c'est les procédures. Hein. Le langage courant, effectivement, on en arrive sur ces éléments-là, mais on pourrait aussi parler de mode opératoire. Hein. Globalement, c'est comment doit-on faire les choses. On pourrait dériver aussi sur d'autres outils, vous voyez, comme des racines. Et puis, on arrive sur le niveau 5. Le niveau 5, ça, c'est le niveau des contrôles. Voilà. Parce qu'effectivement, à un moment donné, le contrôle interne, mais évidemment, s'il n'y a pas de contrôle sur un plan factuel, opérationnel, concret, que ce soit des contrôles sur pièces, des contrôles systématiques, des contrôles aléatoires, bon, globalement, le contrôle interne ne va pas s'avérer très fonctionnel au final. Donc voilà, il y a bien cette logique de contrôle. Mais vous voyez, il y a tout ce qu'il y avait auparavant. Ensuite, on a le niveau 6 qui est donc le pilotage du système, ce qui va renvoyer typiquement à des tableaux de bord, à des outils un peu de cette nature-là, des plans d'action, bref, toutes ces choses qui d'ailleurs vont découler potentiellement d'écarts suite à des contrôles. Et puis on arrive sur des éléments qui sont assez essentiellement de l'ordre de l'humain, parce que globalement, si les gens sont incompétents et s'en fichent, hein, finalement, on comprend bien également que globalement, le contrôle interne, bien qu'on amélioré tout le reste, ça ne va pas très très bien fonctionner. Voilà, effectivement, on ne va pas atteindre les objectifs. Et donc, la formation du personnel renvoie au volet compétences, alors que la responsabilisation du personnel, elle, renvoie davantage à l'idée effectivement de se saisir de sa responsabilité, tout le reste, et en particulier que ce soit les procédures à respecter, les contrôles à mettre en œuvre, etc. Et voilà, l'idée étant que si on fait bien et si on a progressé effectivement, on a grimpé la pyramide, vous voyez, on a atteint l'assurance raisonnable. Alors l'assurance raisonnable,
Bien évidemment, ce n'est pas la certitude qu'il n'y ait pas de problème, parce que ça, globalement, c'est relativement impossible, si je puis dire. Voilà, donc c'est simplement une assurance raisonnable, donc une minimisation globalement de tous les risques. Voilà, ma chère Amanda. Super. Alors, j'en profite avant de... J'ai passé à l'autre slide, mais répondons à une question très, très pertinente déjà que je viens de voir. Le cube de Kozo était dans la version 2013. Le référentiel a été mis à jour en 2017. Est-ce que c'est encore valide? Alors, très, très bonne question. Je laisserai Fabrice compléter la réponse. Oui, c'est mis à jour et maintenant, c'est plus en cube. C'est vrai que nous, on a choisi la version du cube, on la trouve assez pédagogique. Mais la nouvelle version, c'est une espèce de cycle. Je vais essayer de vous trouver l'image jusqu'à la fin, qui montre les 5 composantes qui sont désormais gouvernance et culture, stratégie et objectifs, définition des objectifs, performance, revue et reporting, et information, communication. Donc, on est à peu près sur le même niveau. La représentation graphique, elle va souligner maintenant, cette nouvelle représentation, la maîtrise des risques, comme si c'était un cycle intégré au management, au cycle de management et de pilotage de l'organisation, beaucoup plus, en fait. Le seul changement, c'est ça, c'est pour faire ressortir que la maîtrise du risque est un cycle, c'est processus un peu itératif et intégré qu'on a abordé au début de la présentation. Fabrice, je t'en prie. Oui, alors là, je vous ai mis une illustration du niveau 1 sur la gouvernance, oui, qui était tout le bas de la pyramide, avec un formalisme, stratégie, organisation RH, rôle, méthodes et outils, que j'ai voilà, que j'ai utilisé, que j'ai modélisé pour chacun des niveaux. Bon, d'ailleurs, effectivement, sur tous les sujets que je vais aborder, vous avez un lien. Vous pouvez retrouver effectivement sur mon profil, Fabrice Kaufmann, donc tous ces éléments que je vous amène ici. J'avais écrit des articles à ce sujet. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ben, ça dit globalement que sur la question stratégique, vous voyez, si je prends le rôle, donc ici, effectivement, de la gouvernance, on pourrait dire par exemple conseil d'administration, c'est définir la vision, mais aussi l'éthique, en lien avec l'activité. Voilà, parce qu'il n'y a pas que une dimension business, il y a aussi une dimension éthique dans le contrôle interne. Notamment, vous voyez, par exemple, ça renvoie d'ailleurs aussi assez concrètement des contrôles, par exemple, en lien avec la fraude. Alors, sur les méthodes et outils, ça c'est ma casquette de coach, vous me permettez. Donc, bon, moi j'utilise effectivement pas mal, on va dire, c'est un terme d'approche, notamment l'approche de Vincent Lennart. Voilà, donc vocation, mission, valeur, principes managériaux, priorités stratégiques, plan d'action. Voilà, qui, voilà, je trouve extrêmement pertinente pour amener tout le reste, quels que soient finalement un petit peu les sujets traités derrière. L'organisation, donc définir effectivement des règles de fonctionnement. Et en termes de méthodes et outils, vous voyez, alors là, ça renvoie donc finalement à différentes approches. Alors bien évidemment, tout le monde connaît l'organigramme. On a aussi des délégations de pouvoir. Vous voyez, donc ça renvoie d'ailleurs potentiellement à d'autres types d'outils qui ne sont pas d'ailleurs forcément éloignés de ce qu'on appelle les matrices de Racine. Voilà, qui a une dimension d'ailleurs organisationnelle et juridique. On a OSAD. Alors OSAD, moi, c'est un modèle auquel je suis très attaché parce que je l'enseigne déjà. Et voilà, c'est un modèle un peu, voilà, qui est un peu un fondement de toute cette démarche de réflexion sur les processus que je partage d'ailleurs avec mes amis de Pixfort. Et puis le coaching d'organisation, à côté du coaching d'équipe et du coaching individuel. Oui, mais ici, au niveau de l'organisation, c'est permettre effectivement au management, mais en particulier même à l'étage au-dessus, la gouvernance, de définir elle-même des formes d'organisation adaptées. Et puis donc les moyens derrière de coordination, etc. Fabrice, je me permets de te couper 2 secondes parce que je vois les retours. Le son est assez faible, on n'entend pas Fabrice. Je ne sais Ah, pas si c'est... Voilà, juste pour que tout le monde puisse bien entendre ce que tu faut que je dis. parle plus fort. OK. Bon, écoutez, si il y a des éléments que vous avez ratés, n'hésitez pas à me demander. Et puis enfin, donc le dernier point, effectivement, qui est le point RH, donc mettre en place la GPEC. Donc là, qui est effectivement, en termes de méthodes et outils, plutôt la GPEC dans son approche stratégique. Vous voyez, donc plus qu'opérationnel, donc faisant référence davantage
aux objectifs de la GPEC, ce qu'on appelle les emplois sensibles et les compétences critiques. Voilà. Alors, je ne sais pas, dites-moi si vous m'entendez correctement ou pas maintenant. Moi, oui, pour le coup, pour moi, ça s'est un peu amélioré. J'attends à ce que tout le monde le dise parfaitement, un peu, oui. Est plus stable avec Fabrice, mais c'est juste un réglage de volume. Très bien. Bah, vous me dites aussi pour le mien, hein, normalement, j'ai essayé de changer ce qui n'allait pas. J'espère que ça va arriver. Du coup. Super. Bon, on a des oui, Fabrice, donc il me semble que tout va bien maintenant. Il Ok, faut juste augmenter le volume. OK. OK pour les deux. Bon, on va continuer du coup. Sur la mise en place et maintien du contrôle interne. Alors, mettre en place le contrôle interne implique comme une méthodologie un peu mini-projet, un peu mode projet, si vous voulez, euh, qui est un peu qu'on a affiché du coup à l'écran. Et selon notre expérience avec Fabrice, on a 5 étapes clés qu'on considère importantes euh, qui peuvent vous aider, qui peuvent structurer ce type de projet. La toute première étape, c'est l'évaluation du contexte opérationnel. L'idée ici, donc, c'est de comprendre l'environnement dans lequel l'organisation opère et ses objectifs stratégiques. Dans un premier temps, pourquoi ça? On ne peut pas mettre en place une nouvelle chose dans une organisation que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne connaît pas assez. Donc, notre but ici, c'est de comprendre l'existant, les objectifs de la société, ses enjeux, pour après pouvoir voir et déterminer comment le contrôle interne peut venir soutenir et renforcer ces objectifs. L'idée donc de cette phase, c'est d'analyser des facteurs internes et externes de l'organisation qui peuvent influencer sur la performance et les risques. Vous allez par exemple analyser les parties prenantes clés, des facteurs économiques, politiques et sociaux, ainsi que des technologiques, aussi des contextes technologiques pertinents pour comprendre l'environnement ou les environnements autour de cette organisation. Donc, ça vous donne déjà un cadre, une idée d'où l'organisation, on va dire, opère et comment elle est structurée. Sur comment elle est structurée, on a pour la partie évaluation du contexte opérationnel, on conseille souvent d'avoir des processus modélisés puisque ça aide aussi à déjà comprendre qui vous êtes, comment chaque processus est fait, est-ce qu'il y a déjà ce niveau de défaillance et risque identifié à ce stade qui peut faire appel, qui peut faire justement appel à un contrôle mis en place après. Donc, ça aide, c'est des éléments qui vont venir cadrer et donner le contexte dans lequel vous êtes inséré et qui peuvent justement vous aider pour la partie d'après, qui est l'identification des objectifs de contrôle. Bon, une fois qu'on connaît un peu notre contexte, on va passer à l'identification des risques. Comme je vous ai dit, si on a des processus, par exemple, c'est intéressant puisque ça nous aide à identifier sur chaque processus quels sont les risques que l'on est confronté. Par contre, ce n'est pas essentiel. J'ai déjà vu des organisations sans un référentiel processus qui ont un référentiel risque très bien en place, identifié, et qui arrivent avec ces risques à définir s'ils sont stratégiques, opérationnels, et à quel stade on arrive à mettre en place des contrôles et mesures de protection. Okay. Alors, quand on fait cette évaluation des risques, un point important à savoir, c'est qu'il faut qu'on établisse la limite d'acceptabilité. En anglais, on l'appelle risk appetite. Parce qu'il s'agit de séparer, par exemple, notre matrice des risques dans une zone qu'on appelle de risques tolérés, acceptés ou même négligeables, des risques qu'on appelle intolérables avec plus de pertes pour l'organisation. Bien sûr que le contrôle interne peut agir sur l'ensemble de vos risques, mais c'est vrai que dans un premier temps, quand on commence à mettre en place ce type de référentiel, on va surtout se concentrer sur les risques qui sont pour nous le plus intolérants, le plus compliqués. Okay. Bon, une fois qu'on identifie nos risques significatifs pour nous, il est le temps de définir des objectifs de contrôle pour atténuer chacun. Ces objectifs doivent être bien sûr alignés avec les objectifs stratégiques et opérationnels de l'organisation. Vous commencez, sachez qu'à partir de cette étape, vous commencez à construire ce que nous, on appelle dans le contrôle interne le référentiel de contrôle interne. Okay. Il ne sera pas finalisé, ce sera le début. C'est pour ça qu'on a mis dans la slide les 2 phases que vous voyez avec le référentiel.
Pour l'étape 3, la mise en place des contrôles internes, on va finaliser le référentiel mentionné puisque l'on va détailler plus les contrôles. Donc, on avait juste identifié nos objectifs de contrôle, donner plus de fiabilité financière, protéger des cyberattaques, ou entre autres. Maintenant, on va définir quelles sont les activités que l'on doit mettre en place. Quel est le responsable de chaque activité? Quelle est la fréquence? Et quelle est la nature du contrôle? Nature préventive, détective ou corrective? Okay. On peut avoir différents types d'activités. Je ne suis peut-être pas exhaustive, mais j'en cite quelques-unes. On peut avoir des politiques en place, des procédures, des contrôles informatiques, des contrôles de séparation des tâches, des contrôles de réconciliation, des contrôles d'approbation, par exemple, par quelqu'un de plus, le contrôle de principe de 4 yeux, qu'on appelle. Donc bon, voilà, je suis peut-être, comme je disais, pas exhaustive, mais vous voyez quelques exemples de contrôles qu'en fonction du risque, on peut mettre en place. Le tout, c'est que tous ces contrôles doivent être bien documentés pour qu'on finalise le référentiel, que l'on passe à la 4e étape que l'on appelle information et communication. Dès qu'on a ces référentiels en place et on a déjà défini les contrôles et les objectifs du contrôle, à partir de ce moment, on va commencer à les diffuser auprès des personnes qui doivent être au courant des contrôles pour qu'elles puissent participer activement. Ils doivent aussi comprendre leur rôle dans sa mise en œuvre et, et qu'ils puissent aussi vous fournir des remontées, des informations. Donc cette étape, c'est aussi l'étape où on va commencer à recueillir des informations sur la mise en place. Est-ce que les contrôles, ils ont bien été mis en place? Est-ce qu'on a assez des évidences, en tout cas des documents qui prouvent que le contrôle il a été bien fait, bien formalisé? Si oui, parfait. Sinon, qu'est-ce qu'on en fait? Okay. Rappelez-vous que la mise en place, elle est itérative et qu'à tout moment, c'est quelque chose qui ne va pas, on peut revenir à la phase d'avant, ajuster le référentiel, corriger pour qu'on puisse construire quelque chose de pérenne et que fonctionne. Okay. Le tout dans cette phase, c'est que on puisse établir avec des collaborateurs des canaux de communication efficaces pour qu'ils puissent justement signaler des problèmes potentiels, les erreurs ou des incidents. Enfin, on arrive à la dernière étape, qui est la surveillance continue. C'est notre but ici, comme je vous disais, on est en mode projet pour la mise en place du contrôle interne. Donc, comme tout projet itératif, on va toujours surveiller ce qui a été déjà mis en place et continuer à l'améliorer dans le temps. Donc, l'idée ici, c'est de faire des revues, des audits, des évaluations de conformité, identifier les non-conformités, réagir de manière proactive aux problèmes. Et ce qui est clé pour tout type de système lié à la conformité et qualité, c'est aussi d'engager les collaborateurs à la démarche pour qu'eux-mêmes ils puissent toujours continuer à faire des remontées, à se sentir à l'aise de vous passer les informations sur ce que va ou ce qui ne va pas. Nous, on aime bien aussi, comme on est sur la mise en place, c'est-à-dire, imaginons que l'organisation n'a pas ça encore, on aime bien aussi organiser des formations. Ça permet de faire monter en compétence les gens pour qu'ils comprennent ce que c'est, le contrôle interne et qu'ils se sentent engagés. Donc, n'hésitez pas à faire des sensibilisations. C'est vrai que ça rentre dans formation et communication, mais c'est un peu la clé aussi pour la surveillance. Donc, n'oubliez pas, il faut qu'on engage les personnes à participer. Du coup, on va faire un focus maintenant sur le référentiel de contrôle interne. Ok, ben je vais prendre donc la suite. Oui, alors effectivement, parce que donc là, on a balayé, on va dire, le modèle. Et après, il faut se mettre à la tâche, hein, c'est-à-dire mettre en œuvre ce contrôle interne. Bon, alors c'est là où on va avoir besoin d'un référentiel. Alors, je précise d'ailleurs, le COSO hein, contient un référentiel. Donc là, ici c'est plutôt une adaptation que moi-même, effectivement, j'ai réalisée à partir du COSO. Ce qu'on peut aussi ajouter, c'est qu'il peut y avoir finalement pas mal de référentiels. On peut avoir le référentiel de contrôle interne, d'évaluation du risque, pourquoi pas d'audit interne. Bon, on peut se poser d'ailleurs la question, effectivement, à un moment donné, de l'unicité hein, de ces référentiels. Voilà. Alors, moi, je dirais dans mon approche, qui est une approche fondamentalement par processus, ce que je préconise, c'est d'avoir un référentiel qui est découpé par processus. Voilà, mais qui en même temps, effectivement, est structuré pour chaque processus de la même façon. Bien évidemment, le contenu diffère pour chacun des processus.
Alors, le contenu proposé est le suivant, c'est-à-dire de préciser les niveaux parmi les 9 niveaux de contrôle interne qui sont ciblés. Est-ce que c'est par exemple les procédures? Est-ce que c'est justement les contrôles ou autre chose? Après, il est toujours bon d'avoir un RACI. Vous savez, le RACI, en fait, quand on en vient sur des problèmes de mise en œuvre d'organisation, alors on a souvent des problématiques très complexes, mais on a toujours des problématiques très simples. Et la problématique de base, c'est qui fait quoi ou qui est responsable de quoi. Donc le bon vieux RACI ou RASCI, eh bien ça, c'est très efficace, y compris dans un référentiel. La zone d'évaluation à couvrir, à savoir les risques qui sont concernés, par rapport à ces risques, les points de contrôle, et ensuite, quand on mettra en œuvre les contrôles, eh bien, y aura-t-il donc des déficiences mineures, majeures, voilà, avec effectivement cette boucle action corrective, amélioration continue, etc. Et enfin, donc, la zone de remédiation, notamment les changements apportés, voilà, bien sûr, hein, il y aura cette logique de changement de plan d'action, de conduite du changement, et la pérennisation de processus qui, d'ailleurs, peuvent présenter des défauts. Et notamment, parmi les défauts, effectivement, il peut y avoir des failles hein, relativement graves, mais ça peut être aussi de la variabilité, hein, qui est une notion d'ailleurs qu'on utilise beaucoup en lean management, qui est une autre approche que j'affectionne. Voilà, je propose qu'on passe à la suite. Oui, donc effectivement, le maintien effectivement en place et l'amélioration continue du contrôle interne, bon voilà, c'est pas évident hein, parce que c'est vraiment une rigueur de tous les instants. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il faut que les gens soient impliqués, sinon on a vite fait partir de travers. Donc bon, l'idée effectivement, c'est d'utiliser ce référentiel, ou bref, un référentiel pour évaluer le contrôle interne existant, repérer globalement les écarts, ce qui ne va pas, d'accord, audit, remontée de terrain. Identifier donc voilà les changements à apporter, y faire face, hein, et donc définir finalement une cible, hein, c'est-à-dire comment effectivement ça devrait fonctionner en ajoutant des corrections sur les 9 niveaux. Puis donc élaborer le plan d'action et puis mettre en œuvre effectivement les différentes actions, réaliser les changements objectifs, passer de l'existant à la cible. Dans une logique qui est une logique de conduite du changement, c'est-à-dire en intégrant bien le fait que les acteurs peuvent présenter des résistances, que sont des humains, voilà. Donc que les choses finalement se passent jamais tout à fait comme prévu. Et une fois la cible atteinte, passage du mode projet qui par nature est un mode, vous voyez, enfin, un projet c'est un processus mais qui se répète pas dans le temps, qui n'est pas itératif, à un mode intégré, c'est-à-dire en fait un processus qui se répète une fois, 10 fois, 1000 fois, vous voyez, et dans l'idée effectivement que il ne se dégrade pas, voire si possible, il s'améliore. Et on va passer à la diapo suivante. Voilà, donc là vous avez un peu une illustration, je dirais, d'un morceau de référentiel, vous voyez, attaché à un processus que j'écrivais. Bon, vous y retrouvez globalement sur le graphique ce que j'écrivais, c'est-à-dire les niveaux de contrôle adressés avec exigence méthode et outils, le fameux RASCI que vous connaissez tous, la zone d'évaluation avec risque point de contrôle d'efficience, agent mineur, et puis donc cette fameuse zone de remédiation, changement, pérennisation de processus et commentaires. Voilà. Pardon, excusez-moi, j'étais avec le micro coupé. Donc, on va faire un focus, comme je disais au début de la présentation, sur le contrôle interne des ressources humaines. Là où Fabrice a beaucoup plus d'expertise aussi et des exemples à nous donner. Et hop, c'est parti. Oui, voilà, parce que effectivement, moi, je, vous avez compris, j'interviens beaucoup sur des problématiques d'organisation, mais j'interviens aussi en particulier sur les RH, et notamment l'organisation des ressources humaines. Bon, donc je me suis attaché en particulier à concevoir, définir ce que pouvait être le contrôle interne des ressources humaines. Alors, donc, il y a différents processus hein, qu'on peut identifier, le pilotage, opérationnel, support. Bon, ça, c'est classiquement la façon dont on les conçoit, dans lesquels on peut retrouver de la définition de mise en œuvre de la et communication de la stratégie RH, puis l'évaluation, le suivi et le contrôle de cette stratégie RH, donc l'administration, c'est-à-dire tout le fonctionnement, la bonne organisation de la DRH, puis sur les processus opérationnels, donc tout le volet gestion des compétences avec recrutement, intégration
formation GPEC, la gestion des départs. Ensuite, mobilisation des collaborateurs avec évaluation des performances, la gestion des rémunérations, des carrières, la communication interne. Et enfin, confort au travail de l'aide sociale, QVT, santé sécurité, gestion donc des institutions représentatives du personnel, les IRP, et puis la concertation et la négociation sociale. Et enfin, donc, vers les processus support avec SIRH, la paye, bon, puis après, des choses éventuellement annexes comme le remboursement des frais, participation, intéressement. Voilà. Donc, on peut bien évidemment présenter les choses différemment. Voilà. Et après cette petite cartographie des processus RH. Oh, pardon, excuse-moi. Non, mais vas-y, Amanda. Parfait. Vas-y, pardon. Ben, je disais justement, après cette cartographie des processus RH, petite ou grande d'ailleurs, on va basculer sur un exemple avec la diapositive suivante. Voilà, ça y est, excuse-moi. Merci. Oui, alors, pour chaque processus, bon, il serait utile de faire quoi? Alors, oui, évidemment, de produire, je dirais, un référentiel de contrôle interne. Mais en amont même de cela, dire les deux ne sont pas sans lien, produire une fiche processus, voilà, qui encore une fois, je pense, c'est un sujet que vous êtes nombreux à connaître, hein, c'est-à-dire une carte d'identité de processus, hein, avec l'affinité du processus, les processus amont, aval, données d'entrée, données de sortie, le découpage séquentiel de chaque processus en activité, c'est un petit peu la version schématique de Porter et non pas cette vision du processus qui serait le chemin, vous voyez, avec toutes les ramifications, comme on peut le trouver dans le logigramme ou le diagramme de flux. Les risques identifiés, les points de contrôle associés, les bonnes pratiques RH, et puis donc les indicateurs. Voilà. Et donc de définir les niveaux de contrôle internes concernés et associés à chaque processus. Mais d'y associer aussi donc des rôles, des méthodes, des outils, voilà, donc pour effectivement concevoir et mécaniser le contrôle interne. Voilà. Et puis parmi donc effectivement les différents processus que je mentionnais dans la cartographie précédente, on va en regarder un plus particulièrement dans la diapositive qui suit. Voilà, alors bien évidemment, j'ai pris en fait un processus qui nous parle ici, hein, qui a son rapport avec le sujet du jour, le contrôle interne. Et donc, bon, j'ai choisi celui qui s'appelle évaluation, suivi et contrôle donc de la stratégie RH. Alors, ce qui renvoie d'ailleurs beaucoup à la question des indicateurs, et donc finalement tout ce qui peut, tous les risques associés, si vous voulez, à un processus qui serait mal conçu, mal maîtrisé, mal mis en œuvre, vous voyez, avec par exemple un excès d'indicateurs ou des indicateurs non pertinents, vous voyez, globalement, qui sont sans lien avec l'action, sur lesquels on ne peut pas agir, des indicateurs qui permettent mal de remonter, si vous voulez, des signaux, donc qui ne permettent pas de mesurer correctement, un suivi derrière ou un pilotage qui n'amènera à rien, finalement, inefficace, pas d'action, la non prise en compte des besoins des managers opérationnels, voilà, qui ont été squeezés, si je puis dire, l'absence de remise en cause des modes de fonctionnement, c'est-à-dire pas d'action au final, un pilotage à l'aveugle, des décisions sans la clarté de terrain, des pratiques RH inadéquates, en tout cas en contradiction avec les normes et les règles en vigueur, la non-mesure des actions correctives, et enfin donc des outils informatiques qui ne fonctionnent pas convenablement. Vous voyez, là, l'idée a été, sur ce processus-là, de repérer tous les risques possibles. Et donc, sur, vous voyez, la vingtaine de processus qu'on avait, on peut imaginer comme ça de les repérer, et ensuite de s'en servir pour guide, pour ensuite définir un contrôle interne, voilà, avec donc des contrôles spécifiques, hein. Il faudra bien évidemment définir derrière chaque risque, hein, enfin, derrière ces risques. Voilà, j'en ai terminé avec cette diapositive, Amanda.
Alors, je vois on a des questions déjà qui sont posées. On va juste conclure le webinaire. On a la dernière slide qui se suit et on répondra aux questions. Donc, c'est parti pour les avantages pour l'organisation. Donc, d'une façon globale, vous avez compris que ça va venir euh, apporter une meilleure efficacité à la gestion des risques parce que ça permet d'avoir des contrôles récurrents, notamment en place, qui vont venir atténuer les risques et donc prévenir ou même protéger les pertes financières, les problèmes de conformité et la réputation de l'entreprise, par exemple. Nous avons comme avantage l'amélioration de la qualité des produits et services, puisque le contrôle interne il permet de surveiller et améliorer les processus de production, par exemple, et de prestation de services, bien sûr en fonction de votre secteur d'activité. Ça peut se traduire par une meilleure qualité et une meilleure satisfaction des clients, parce qu'en fait, on va s'assurer que sur la chaîne, tout est bien fait, et donc forcément, le livrable, que ce soit un produit ou un service, sera par conséquent aussi de qualité. Ça vous permet de protéger les actifs. Donc, le contrôle interne vient surtout, c'est vrai qu'il a un axe assez important sur l'aspect financier, mais pas que. On a des actifs aussi matériels de l'organisation, mais il va venir surveiller les actifs d'une façon globale de l'organisation, protéger l'organisation contre des risques, par exemple, de vol, de fraude, détournement d'actifs, entre autres. Donc, ça reste justement en complément même de la gestion des risques, puisque ça fait aussi partie des risques d'une organisation. On a aussi l'aspect de meilleur anticiper les changements. C'est vrai que comme la phrase qu'on a mis au tout début de la présentation, l'idée, c'est d'être proactif. L'idée, c'est de venir déjà s'anticiper au maximum. Bien entendu, on ne peut pas prévoir le futur, mais au maximum possible, mettre en place des mesures, des contrôles, nous permettant de nous protéger, nous permettant de mieux gérer des nouvelles tendances, des nouvelles réglementations, des évolutions du marché. Avec le contrôle interne en place, c'est vrai que c'est plus rapide pour l'organisation de s'anticiper à ces changements et d'attaquer rapidement si jamais il y a des menaces ou bien de saisir des nouvelles opportunités. Okay. Bien évidemment, comme c'est des choses qu'on parle du futur, on ne peut pas tout contrôler ni tout gérer, mais ça nous aide à minima à rester agile et déjà bien protégé. On peut parler aussi de la conformité réglementaire, donc ça assez compris. C'est-à-dire que le contrôle interne va éviter les sanctions, peut vous éviter des sanctions, peut vous éviter des amendes, des problèmes judiciaires, parce qu'on peut avoir le contrôle interne sur tout type de périmètre, et bien sûr pas que le financier. La prise de décision éclairée. Alors, quand on a des informations fiables, on a tout. C'est-à-dire que le contrôle interne permet que la direction prenne des décisions beaucoup plus éclairées, beaucoup plus fondées sur des données solides, des données fiables. Okay. Et ces données, bien sûr, sont précieuses sur la performance de l'organisation et même sur ce que l'organisation communique auprès de ses actionnaires si jamais c'est une organisation cotée. On parle aussi de la réduction des coûts. Bon, quand on évite des pertes, des erreurs, forcément, on va réduire des coûts, tout simplement. Et enfin, l'amélioration de la réputation de l'entreprise. L'idée, c'est de garantir donc l'intégrité des informations produites. Cela vient renforcer la confiance des investisseurs, des créanciers, des parties prenantes de l'organisation, des fournisseurs, des clients. C'est beaucoup plus rassurant pour quelqu'un parce que ça vient justement diminuer des risques de fraude, d'autres problèmes assez graves qui peuvent exister dans une organisation. Un contrôle interne efficace va venir donc renforcer cette crédibilité auprès des parties prenantes, qui aide du coup à avoir une meilleure réputation, une meilleure relation avec vos parties prenantes. En résumé, bon, vous avez compris, le contrôle interne permet de gérer vos risques, d'améliorer la performance, de protéger des actifs et respecter les normes éthiques et réglementaires. Donc, on n'a qu'une chose à vous conseiller, c'est si vous n'avez pas encore le contrôle interne chez vous, n'hésitez pas à le démarrer, à le mettre en place, à construire votre référentiel de contrôle interne, à engager les personnes à participer de ce projet, et bien
continuer à construire votre conformité, votre référentiel de conformité de l'organisation. On va donc passer aux questions. Je vois qu'on a quelques-unes déjà que j'avais notées. Alors, nous avons la question de Moïse. Quelle est la différence entre aléa, risque et problème? Bon, on va essayer de répondre à ça. Fabrice m'aidera, me complétant. Donc, pour moi, un aléa, c'est une probabilité que le phénomène affecte quelque chose. Un risque, c'est la probabilité d'avoir des dommages, des pertes liées à cet aléa. Et un problème, c'est un sinistre, c'est un accident, ce qu'on appelle dans la gestion des risques un événement avéré qui vient confirmer, par exemple, notre interprétation, notre analyse des risques. Est-ce que Fabrice, de ton côté, tu souhaites rajouter quelque chose? Oui, ce qu'on pourrait peut-être ajouter, c'est que entre aléa, risque et problème, l'aléa, effectivement, c'est la probabilité, en l'occurrence, comme tu l'as dit. Le risque, finalement, vous voyez, bah, tiens, c'est le produit, par exemple, de l'occurrence par la gravité, la criticité. Ouais, donc là, on a un effet multiplicateur. Bon, puis le problème, en effet, c'est justement ce qu'on a essayé d'éviter avec tout ce travail sur le contrôle interne et le management des risques. Parfait. Juste une question, il y a Assine qui nous demande à tous, est-ce que vous voyez le partage d'écran? Donc, ça me permet de vous demander, est-ce que vous voyez toujours mon partage avec la slide des questions ou pas? N'hésitez pas à me dire dans le chat, oui, je vois toujours. Parfait. Je pense que ça doit être un petit bug d'affichage. Donc, parfait. Ensuite, euh, quelle est la différence entre le contrôle interne, l'inspection et l'audit? Donc, pareil, pour cela, Fabrice me complétera du coup. Pour moi, le contrôle interne, c'est un processus transversal, continu, qui est décliné auprès de l'ensemble des salariés d'une organisation. L'audit interne est une opération ponctuelle. Bien sûr qu'il existe des services dédiés à l'audit interne dans une organisation, mais c'est des audits qui peuvent être récurrents, mais de façon ponctuelle dans l'année. Et c'est réalisé par des auditeurs indépendants et des personnes neutres au processus qui est audité en question. Et une inspection est un contrôle officiel, c'est-à-dire un contrôle réalisé par des inspecteurs d'une autorité compétente. Fabrice, du coup, tu voulais réagir? Et j'ajoute effectivement que oui, effectivement, le contrôle interne, c'est très transversal, c'est très intégré, donc finalement, c'est mis en place par tout un chacun. L'audit interne, bon voilà, c'est beaucoup plus ponctuel, mais c'est aussi quelque chose qui est intégré souvent par un service. Vous voyez, on a un service avec un responsable de l'audit interne. Bon, ça peut être le cas aussi hein, du contrôle interne, hein, il en existe beaucoup. Voilà, mais c'est vrai que le contrôle interne n'est peut-être pas forcément toujours, vous voyez, un service. Alors, bien évidemment, tout dépend comment c'est structuré, mais vous voyez, ça ne renvoie pas tout à fait à la même chose. Hein. Complètement. Alors, nous avons donc, je vais continuer avec des questions. Pour l'instant, je suis dans le module questions-réponses. Après, je regarderai le chat. Nous avons Assine qui nous dit un risque à l'effet de l'incertitude sur les objectifs. Tout à fait. Donc, ça, c'est même la définition de l'ISO 31000 sur le risque. Merci, c'est vrai. Il est difficile de mettre en place une politique de contrôle interne dans les organisations étatiques qui appartiennent à l'État. Comment, d'après vous, motiver les fonctionnaires à accepter, à collaborer pour faire réussir le contrôle interne dans ce type d'organisme? Fabrice, je pense que tu as un impact sur le secteur public. C'est décidé Oui, celle-là, du coup. oui, moi j'interviens effectivement beaucoup dans le secteur public, parapublic. Oui, oui, non, mais effectivement, bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus difficile, surtout dans les structures publiques, hein, quel que soit le type de fonction publique dont on parle, les collectivités, l'État. Bah, globalement, enfin, il y a tout un tas de raisons. Hein. Il y a des raisons politiques, il y a des raisons organisationnelles. Souvent, les structures sont complexes, sont organisées en silos. On essaie quand même de mettre en place de la transversalité, mais c'est complexe. Et puis, en particulier, il y a la question RH. Et là, c'est vrai que dans les structures publiques, peut-être plus que dans les structures privées, il y a souvent des difficultés, vous voyez, à définir clairement les rôles, les responsabilités, à responsabiliser les acteurs, vous voyez.
aussi en lien avec un système de gestion des ressources humaines qui n'est pas le même. C'est-à-dire que une entreprise, globalement, un contrôle qui n'a pas été mis en œuvre, vous voyez, il y a une logique effectivement de sanction qui est présente aussi d'ailleurs dans la fonction publique, mais on n'est pas du tout sur le même paradigme, hein. C'est-à-dire, vous voyez, entre des contrats de travail de droit privé et puis effectivement l'emploi garanti, on est voilà, sur un paradigme euh, politique hein, et un paradigme RH qui est totalement différent. Donc oui, je suis d'accord avec ce que dit Snaoui, c'est plus difficile, en particulier plus difficile sur un plan humain, même davantage qu'organisationnel. Et, hop, merci Fabrice. Ensuite, on a parlé de risque négatif, mais pour le risque positif, c'est quoi? Ah, c'est une bonne question. Donc, la question, c'est quel est le contrôle interne pour le risque positif? Eh bien, déjà, dans un premier temps, quand on a des contrôles, c'est vrai qu'on pense vachement à la partie menace hein, pour protéger et assurer que le reporting est fait en conformité aux lois. Mais le risque positif, il est parallèlement impacté positivement. Le risque positif, pour ceux qui ont l'habitude de connaître les termes, enfin, de voir les termes, c'est une opportunité. Et donc, quand on a des contrôles en place, un contrôle interne bien en place, ils peuvent nous aider justement à profiter d'une opportunité. Là, en ce moment, je n'ai pas un exemple, forcément. C'est vrai qu'on parle plus de la menace, mais quand on a un contrôle interne bien solide en place, ça peut nous aider à profiter justement d'une opportunité. Oui, moi j'aime bien l'idée enfin, que je perçois derrière hein, ce qu'amène Moïse. Oui, ce qu'il ne s'agit pas non plus effectivement que le contrôle interne, si vous voulez, tue derrière la capacité à saisir les opportunités et à innover. Voilà. Donc, le risque positif, quelque part, ça peut être aussi accepter le risque, hein. Puis à un moment Mm, donné, bon, on maîtrise, on essaie de maîtriser, on fait tout pour ça, mais on avance. complètement. On a une très bonne question qui est aussi émise par trois personnes de plus, donc on va répondre tout de suite. Quelle est la différence entre le contrôle qualité et le contrôle interne? Hmm, Fabrice, je te laisse celle-là. Ben, Je répondrai moi mon avis en tout cas par rapport à ça. le contrôle interne, bon, on voit ce que c'est. Le contrôle qualité, ça peut renvoyer effectivement, par exemple, à un contrôle, oui, on imagine bien une chaîne de production. Bon, il peut y avoir des contrôles à différents niveaux en bout de chaîne. Donc, à un moment donné, le contrôle qualité, vous voyez, ça serait, dans le contrôle interne, on pourrait pratiquement le ranger, vous voyez, je crois que c'était le niveau 5, hein, qui était les contrôles, vous voyez, hein, Hmm. sans minimiser, bien évidemment, ce que c'est. Mais voilà, moi, je le rangerais plutôt dans cette catégorie-là. C'est ça, c'est-à-dire que pour moi, le contrôle qualité, il peut faire partie du contrôle interne. Le contrôle interne, il est peut-être plus large, c'est-à-dire qu'il vient couvrir avant tout, bien sûr, des risques de reporting, mais il peut être étendu à la conformité aux lois, à l'opérationnel, à la stratégie. La démarche qualité pour elle-même, elle couvre surtout les risques opérationnels et de conformité. Donc, on peut tout à fait intégrer les contrôles qualité, les activités de contrôle qualité dans le contrôle interne pour créer le gros référentiel de contrôle de l'organisation. Donc, ça, on a répondu. Alors, il y a Liliane qui me demande, d'accord, merci pour la réponse, mais pour le public, donc toujours sur le secteur public, que mettre en place pour les engager dans la voie du contrôle interne? Oui, c'est une vaste question. Donc, bon, je pense qu'il y a des éléments de réponse qui sont des éléments organisationnels. Alors, on voit bien l'idée avec, bon, mettre en place effectivement davantage de transversalité. Vous voyez, ça rejoint un petit peu l'idée à un moment donné de faire évoluer les structures qui sont souvent très, très bureaucratiques, en silo, etc., vers quelque chose de plus aplati, vous voyez, avec davantage un management par projet, ce qu'on pourrait appeler en fait un fonctionnement un petit peu de type adocratique. Voilà, mais après, moi, je pense que ça renvoie aussi beaucoup à une problématique au-delà qu'on vit du changement, hein. Donc, on en revient à la question de la responsabilisation et de l'humain. Et voilà. Et donc là, à mon avis, on est sur un peu la problématique de fond, hein. Voilà, mais Très une bien. réponse évidente comme ça, hein. C'est vraiment. C'est vrai que c'est pas évident. Ouais, C'est pas évident, hein. C'est la problématique, pas que du contrôle interne, mais de tout type de démarche liée à la qualité, hein, comme en tout, je trouve. Nous avions une question, à quel niveau de l'organisation se situe le contrôle interne?
Alors, je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire par niveau, parce que en fait, c'est tous les niveaux. On a des niveaux stratégiques, opérationnels, de contrôle et organisationnels. Donc, je dirais à tous les niveaux de l'organisation. Où est-ce que le management du contrôle est fait? Et surtout au niveau plus stratégique lié à la conformité, par contre, où il est géré. On avait la question, est-ce que le terme plan de contrôle est un terme existant dans l'organisation des documents utilisés dans le cadre de la mise en œuvre du contrôle interne? Attends, je répète, parce que je pense que je n'ai pas tout compris. Fabrice, si tu as compris, je te laisserai. Est-ce que le terme plan de contrôle Ouais. est un terme existant dans l'organisation des documents utilisés dans le cadre de la mise en œuvre du contrôle interne? Ah, d'accord, la mise en place d'un plan de contrôle. Oui, un plan de contrôle, Hmm. on voit bien le lien avec le référentiel, hein. C'est l'idée, effectivement, d'avoir des contrôles qui soient référencés par exemple, par processus, par activité. Voilà, enfin, moi, c'est ce que je comprends avec plan de contrôle, effectivement, ce qui est prévu, ce qui est réalisé, c'est fait, les écarts, etc. Et ce qui est mis en œuvre derrière. Voilà, moi, c'est ce que j'entends par plan de contrôle. Super. Alors, on a encore des questions, mais comme on arrive à l'heure et je sais qu'il y a certains qui doivent nous quitter, je finalise juste avec notre présentation de notre démo. Nous avons un outil qui gère les risques avec la matrice des risques et tout. Et on va vous faire une démo la semaine prochaine. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à participer. On continue avec les questions. Alors, nous avons quelles sont les typologies des entreprises qui mettent en place le plus de contrôle interne? Grandes, PME, quels sont les types d'activités? Ah, c'est une bonne question. Moi, la plupart du temps, j'ai travaillé avec des entreprises cotées, donc plutôt des grandes organisations qui ont été un peu contraintes à mettre en place du contrôle interne. Après, Fabrice, peut-être toi, tu as d'autres expériences. Oui, après, oui, celles qui mettent effectivement le plus volontiers, le plus facilement en place, c'est évidemment les plus grandes. Pour autant, il y a énormément de besoins en fait, hein, dans les structures plus petites, hein. Quand je dis PME, bon, c'est pas forcément des toutes petites structures, hein, mais moi j'interviens beaucoup dans les structures où il y a, mettons, 500, 1000, 2000 salariés. Voilà, dans ces structures-là, il y a vraiment des besoins complémentaires et souvent, j'ai des manques, hein, des manquements même, hein. Donc là, il y a parfois urgence à mettre en place le contrôle interne. Donc, ça peut concerner effectivement toutes les structures, même évidemment, dans une PME, bah, il faut effectivement concevoir quelque chose d'adapté. Il ne faut pas que ce soit trop complexe, trop lourd, hein. Il faut que ce soit adapté. Très bien. Alors, Patrick, vous avez parlé d'appétence en début du webinaire. Ah, risk appetite, la limite d'acceptabilité, c'est ce qu'on a mentionné. Est-ce qu'il serait possible d'avoir quelques mots, pardon, sur comment le mettre en place dans le cadre de la gestion des risques, comment elle est construite et utilisée? Et sinon, il est partant pour un autre webinaire sur ce sujet. C'est vrai que c'est un sujet assez vaste, hein. Je pense que je n'aurai pas la bonne réponse, sachant qu'on a un peu débordé déjà de la thématique. Mais je donne déjà quelques éléments clés et nous, on notera ça pour un prochain webinaire. Donc, pour mettre en place la limite d'acceptabilité, il faut d'abord mettre en place des échelles d'impact et des échelles de vraisemblance. Une fois que vous avez les deux variables qui font partie du calcul de criticité du risque, vous avez la matrice qui va se former avec les différents niveaux de l'organisation. Et en fonction justement de ça, vous allez colorer sur ce que vous considérez intolérable ou tolérable. C'est vrai que je ne suis pas allée dans le détail, mais ça dépend toujours et ça prendra un peu plus de temps cette réponse. On, on note du coup avec l'équipe pour faire un webinaire plus approfondi. Mais merci Patrick, c'est une super question. Ce que j'ajouterais un peu, Patrick, aussi, pour faire une réponse complémentaire à celle d'Amanda, c'est que ça renvoie aussi un petit peu à la notion d'incertitude. Vous voyez, à un moment donné, d'accepter aussi l'incertitude, hein, l'incertitude, l'ambiguïté, l'ambivalence. Vous voyez, c'est d'ailleurs un petit peu avec la complexité. Vous voyez, là, c'est une approche un peu différente, hein. C'est globalement ce qui est développé par Edgar Morin. C'est on peut pas à un moment donné tout traduire, tout systématiser, tout formaliser. Donc, ça renvoie d'ailleurs, voilà, effectivement, à tout un tas d'approches, hein, qui sont des approches managériales, qui sont des approches, vous voyez, à un moment donné, pour reprendre des formules qui sont pas de moi, mais comment être OK dans le chaos, comment, voyez, comment gérer effectivement tout cela, et au final accepter, avancer.
Alors, on continue. Je sais qu'on a débordé. Pour ceux qui doivent nous quitter, un grand merci de votre participation. Je continue quand même pour ceux qui veulent la réponse. Et sachez que vous avez un replay à votre disposition pour ceux qui veulent voir le reste des réponses. Alors, nous avons David qui nous pose la question. Le risque négatif empêche l'atteinte des objectifs. Le risque positif, donc l'opportunité, permet d'accélérer l'atteinte de cet objectif. Il nous donne un exemple. Nous avons comme objectif suivre nos demandes. L'arrivée d'une nouvelle technologie permettrait d'atteindre cet objectif plus rapidement. Mais par contre, il comporte également des risques, c'est-à-dire une formation du personnel plus longue, ce qui peut aussi entraîner des coûts. Il nous demande, est-ce correct? Tout à fait. Vous avez super bien synthétisé. C'est-à-dire qu'un événement, il peut à la fois comporter des menaces ou des opportunités. Menaces, c'est les risques négatifs, opportunités, le risque positif. Et donc, une nouvelle technologie, mon événement qui est hors de notre contrôle, il peut pour nous être une super opportunité. Par contre, il comporte aussi des risques financiers. Est-ce que cet outil est cher? Est-ce qu'on arrive à le gérer? Est-ce qu'on arrive à l'avoir? Est-ce qu'on a du personnel pour suivre cette formation? Oui ou non? Donc, très bien résumé la différence entre le risque négatif et positif. Est-il préférable, excusez-moi, de mettre en place un contrôle interne comme approche globale ou l'intégrer dans une démarche qualité? C'est le contraire de ce qui a été développé. Oui, c'est vrai, Pascal, nous, on a dit le contraire. Fabrice, je te laisse donner ton avis et moi, je donne le mien. Alors après, on Est-ce peut, qu'on met en place le contrôle interne comme approche globale et on l'intègre dans une démarche qualité ou est-ce qu'on fait le contraire? je dirais que les deux sont possibles, mais en fait, ce qui est surtout important, c'est de le relier. Vous voyez, tout à l'heure, quand j'évoquais l'idée d'un référentiel, imaginez, vous avez une entreprise, de préférence grande, étatique ou pas d'ailleurs, vous avez un référentiel de contrôle interne, vous en êtes sous le chapeau de monsieur Intel. Le référentiel de management des risques est sous le chapeau de madame Intel. Le référentiel d'audit interne, le référentiel de qualité, le référentiel de ceci ou de cela. La problématique, vous voyez, après, c'est le millefeuille. C'est-à-dire que souvent, d'ailleurs, en lien avec des actions par silo, et pas assez transversales, on aboutit à un ensemble de référentiels. Alors, j'ai envie de dire, la réponse à votre question, c'est qu'à mon avis, les deux sont possibles, mon capitaine. Mais, par contre, c'est impératif que les deux soient corrélés. Sinon, on va s'embarquer dans quelque chose qui sera tout simplement, à mon avis, pas bien opérationnel, pas bien porteur de sens et pas bien gérable. Complètement. Euh, il y a Fira Silmi qui nous demande est-ce qu'il y a une formation certifiée? Là-dessus, je te laisse, Fabrice, puisque tu es toi-même certifié, du coup. Bien, chers amis, moi j'ai eu le plaisir, c'était quelques années, je ne saurais plus vous dire exactement quand, de me former à l'IFACI. Donc je ne dis pas ça pour leur faire de la pub, je ne me suis pas concerté avec eux, mais moi je m'étais fait certifier, donc COSO, c'est une formation qui de mémoire durait 3 jours. Donc oui, il existe une formation qui est une bonne formation avec une certification à la fin pour laquelle il vous faudra un peu bosser. Très bien. Et je pense qu'en termes de questions, on a tout couvert. Après, il y a des commentaires. Mais comme on a assez débordé, nous, on va consulter vos commentaires après. Je vous remercie de votre présence. J'espère que cela a pu vous aider un petit peu. Je note l'idée pour le webinaire sur l'appétence des risques. Ça peut être très chouette. Et, euh, et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Vous avez le lien pour vous inscrire à la démo. Merci beaucoup à tous.